évangéliste. Alors, pour la petite histoire, en fait, j'ai jamais voulu. Mais on m'a mis dans ce rôle parce que je causais bien. Je causais bien de l'agilité, et donc, eh bien voilà, évangéliste. Et comme le dit le terme anglo-saxon, évangéliste, c'est quelqu'un qui cause bien et qui ne fait pas grand-chose. Ça me correspond assez bien, hein, Sophie? Ça va, ça te correspond. Enfin, on va voir, c'est pas tout à fait vrai quand même. Hein. Du coup, Sophie Montet, donc, alors du coup, je sais plus quoi dire après une introduction pareille. Donc, je suis coach agile chez Engie. Et puis, on a créé un centre de compétences agiles, donc avec notamment 2 de mes collègues qui sont là. Et donc, on intervient pour transformer un peu toutes les entités. Voilà, et puis on va vous raconter notre histoire, comment ça s'est déroulé au fil des années. Et par là, on va essayer de vous inspirer. Alors d'abord, on va faire un gentil coucou à nos sponsors. Merci pour eux, merci de nous réunir, évidemment. C'est toujours très agréable de partager et d'échanger. Alors Engie, ce n'est pas une start-up, c'est un monde industriel. 80 000 à cette époque-là, quand on démarre, on est à 150 000 personnes, des ingénieurs, donc un mindset très ingénieur. On n'est pas du tout dans une start-up à la Google-like. C'est un peu plus compliqué. Et la plaine de jeu est très large. C'est un vrai patchwork de langues et de cultures différentes. Donc il est impossible de venir avec un modèle, un framework, de le pousser, déjà qu'on n'est pas trop framework, et donc c'est pas de cette façon-là qu'on va y arriver le plus facilement. Et juste Serge, est-ce que tu peux expliquer un peu plus le niveau d'autonomie de l'ensemble de ces entités? Alors, il y a un niveau régalien, en fait, mais qui est assez faible. Et il y a une très grande délocalisation et décentralisation de la décision. Donc, ça amplifie les cultures, nous on est différents, pour nous ça ne va pas le faire, etc., etc. Autrement dit, ça ne va pas nous faciliter la tâche. En gros, 50 DSI, chacun a le choix sur son mode de delivery, sur des choix technologiques et autres. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, 50 DSI avec certaines qui font 20 personnes et d'autres qui en font 1000. Donc on n'approche pas l'agilité de la même façon dans une DSI de 20 personnes ou de 1000. Alors j'ai tenté de convaincre le management tout au long de l'année, enfin tout au long des années, parce que moi l'agilité j'y ai touché en 2010. Et je viens d'un monde, j'avais un profil manager IT très classique, assez expert en gestion de projet, etc. Et quand je touche à l'agilité, je me rends compte qu'il y a un point de bascule. C'est un changement complet pour moi. Il y avait un avant et il y en avait un après. Mais alors expliquer cette agilité, ces bénéfices que j'ai vu des bénéfices en termes de timing, j'ai vu des bénéfices aussi en termes d'apaisement. J'ai vu des gens qui étaient, des développeurs qui étaient beaucoup plus frustrés et je les ai vus s'ouvrir à nouveau. Et donc j'ai compris qu'on touchait à quelque chose de neuf. Et donc je passais mon temps à convaincre le management, les managements successifs. Mais alors en 2016, on a un nouveau DSI qui arrive, il m'écoute et il me dit « Vas-y, secoue-moi ça ». Alors je suis tout content, je sors de cette salle de réunion, et puis là je me souviens de mon sentiment, un peu troublé, yes, mais je suis tout seul. Tout seul face à ce groupe de 150 000 personnes et 50 DSI. Et donc je vais comprendre très vite que je dois aborder les choses autrement. Parce que les groupes concurrents, ils sont dans des logiques de mobiliser des batteries, des agile coachs, des consultants externes, etc. Et moi, je suis tout seul. Alors, je vais utiliser, enfin en tout cas, je vais réaliser que je vais devoir utiliser ce que les Anglais appellent du leverage. Donc toute l'approche va être une approche de créer du leverage. C'est-à-dire que pour un investissement de 1, de mon temps, il faudra que ça rapporte au moins 3. Et démultiplier et apporter de la viralité dans cette approche. Donc on est dans une approche aussi qui n'est pas du forçage de l'agilité. J'y crois pas, j'y croyais pas à l'époque, on n'y croit pas non plus. Donc on n'est pas dans une logique où on force les gens à aller en formation et ensuite se dire on a coché la case, ils sont agiles. Non. L'agilité, c'est un travail de conviction. Et quand on arrive à convaincre les gens d'être plus agiles, eh bien alors ils vont le faire par eux-mêmes. Ils vont s'inscrire, ils vont s'améliorer. Ils auront besoin de support, etc. Oui, mais il y aura une vraie dynamique qui va s'enclencher. Et donc nous, on s'inscrit dans cette approche par conviction.
Alors, mon boss me dit, mais pour savoir bien gérer, il faut savoir bien mesurer. Et donc, il me demande de réfléchir à une mesure de maturité agile, ce que je vais faire. Et donc, notre modèle de mesure de maturité agile n'est pas au niveau d'une équipe, elle est au niveau d'une DSI. Il existe déjà à l'époque plein de modèles de mesure de l'agilité d'une équipe. Tout ça, ça va être trop compliqué à déployer sur toute la filière. Personne ne va participer. Et mon idée, au-delà de la mesure, c'est de créer du leverage. Parce que quand on a un groupe de DSI très ambitieux, on a en fait une énergie qu'on peut utiliser. L'énergie, la stimulation. Et donc, quand ils voudront montrer au boss qu'ils sont meilleurs que les autres, etc., eh bien, ça va bien marcher. Donc, en créant cette mesure de maturité, je crée un modèle, en fait, dans lequel, une plaine de jeu, dans lequel ils vont s'insérer pour jouer et faire monter, en fait, leur maturité. Alors, ce modèle de mesure est assez simple. Il a quelques niveaux. Donc, le niveau 0, c'était le niveau diplomatique où, oui, chef, je suis intéressé, mais je n'ai pas le temps, mais je suis intéressé. Voilà, ça, c'était le contexte de l'époque. Le niveau 1, c'est je suis en capacité de faire du delivery en Scrum, mais juste le delivery. Et pour le reste, je suis toujours dans une culture de gestion de projet. Le niveau 2, ça y est, j'ai compris l'agilité un peu mieux. Et je vais passer dans une orientation beaucoup plus produit, à avoir des component teams, à avoir du DevOps, avoir aussi de l'agilité en amont, non plus sur la livraison en Scrum, mais bien en amont. Et donc ça, c'est ce niveau 2 qui est le niveau de maturité escompté en termes de cible. Et puis le niveau 3, ceux qui ont des grandes DSI, ils ont des briques transverses et ils ont besoin d'agiliser au transverse. Et là, on va toucher à des modèles PI planning et consorts, et donc c'est notre agilité à l'échelle. Et enfin, le niveau 4, c'était l'utopie. C'était que grâce à notre stimulation de l'agilité, le métier allait lui aussi se transformer et devenir agile, véritablement. Ça, je ne veux pas dévoiler la suite, mais l'utopie, finalement, un petit spoiler, non? Oui, on l'a touché, on y reviendra. Alors, il y a aussi des sous-niveaux à ce modèle. En fait, c'est progressif. Donc, réaliser une première expérience, réussir, etc. Atteindre un certain pourcentage d'activité, mais jamais les 100%. Jamais. Ça n'a pas de sens. D'abord parce qu'à un instant T, une DSI peut très bien faire encore du cycle en V, du Scrum, être dans une orientation produit et s'essayer pour safe. Donc, on prend le score le plus élevé. C'est un jeu, ce n'est pas un système d'audit. C'est un jeu qui stimule, en fait, qui propulse, en fait, les idées de l'agilité. Voilà. Du coup, Serge, toi tout seul avec tes petits bras et puis les 50 DSI, tous les ans, tu allais faire l'assessment chez tout le monde comme ça? Voilà, c'est ça. Donc, tous les ans, on faisait un tour. Ils devaient donc rentrer leur copie. Et puis, c'était du déclaratif, mais qui était quand même modéré. Donc, je regardais si tout ça collait. Alors, certains l'ont joué un petit peu scolaire. Non, moi je suis meilleur. On fait des très gros projets, je suis au niveau 3, agilité à l'échelle. Faire des gros projets, c'est pas être à l'agilité à l'échelle. Donc il y avait des petits ratés comme ça, mais néanmoins, l'avantage que j'avais, c'est d'avoir un bon sponsorship, puisque mon grand boss fait partie du COMEX et tout, et lui, son attitude, c'était de dire, ah ben non, si un expert là de l'agilité, c'est lui qui fixe la mesure, et c'est pas moi, c'est pas la peine de venir se plaindre chez moi que votre cote n'est pas assez haute. Voilà. Donc ça a créé certains petits problèmes, mais ça s'est atténué avec le temps. Et puis on a vu aussi des belles choses, des belles réussites. Des DSI qui, au départ, n'étaient pas ouverts à l'agilité, même un peu réfractaires. Et puis quelque chose s'ouvre, les chakras s'ouvrent, et alors ils donnent des objectifs d'atteinte d'un certain niveau de maturité à leur DSI sur l'année écoulée. Et ça va donner des vraies réussites. Voilà. Et donc ça va emballer en fait l'ensemble des DSI pour arriver à des montées en maturité, sans rien forcer, juste par conviction. Alors, 2017, on en profite aussi pour toucher au régalien. Le régalien, parce que là, on parle d'agilité, mais dans le régalien, il y a toujours le fait de faire des projets en cycle en V, des comités ceci, des comités cela. Est-ce bien agile tout ça? Non. Bien évidemment que non. Donc en fait, on va changer la politique de gestion de projet et on va la mettre fondamentalement agile et calée sur le modèle de maturité. Il y aura toujours du cycle en V, possible,
mais c'est une petite case. Voilà, c'est pas interdit, mais c'est pas souhaité. Voilà, toujours la conviction et créer cet engouement progressif. Et un chef de projet ne s'appellerait plus un chef de projet, mais un agile builder. Voilà, on travaille aussi donc sur ce mindset, changer cette façon de penser et de voir son rôle, de comprendre son rôle dans l'organisation. Juste une petite parenthèse par rapport à ça, ça a l'air de rien, mais moi qui étais dans le groupe déjà depuis plusieurs années, la gestion de projet et la project policy, on devait l'appliquer à la lettre. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de sujet qu'on faisait sans que ça rentre dans le truc, on devait exactement suivre les phases. Et donc ceux qui faisaient de l'agile à ce moment-là, ils essayaient quand même bon an mal an de rentrer un peu dans certains clous, mais c'était compliqué. Et tous les processus, les systèmes de validation budgétaire et autres étaient calés là-dessus. Donc mine de rien, ça n'a pas l'air grand-chose, mais avoir dans cette politique de gestion de projet quelque chose autour de l'agilité et même en faire l'ancrage principal, ça a changé énormément de choses et ça a libéré et ouvert des possibilités. En effet, il y avait de l'attente pour tout ça. Et donc, on a aussi répondu à cette attente. On a écouté nos DSI de comprendre où ils avaient des difficultés. Et donc, on a proposé quelque chose de très agile et très orienté sur cette agilité en termes de priorisation, mais aussi de casser ces piliers et ce côté mécanique de tout un tas de comitologie, en fait, qui consomment énormément de ressources, pour peu de valeur ajoutée. Alors après, les DSI nous disent oui, c'est bien, nous on veut être agile, mais le métier, lui, il ne veut pas. Ah bon. Eh bien, chaque problème est en fait une opportunité. Et là, on se réunit autour de la table avec des experts du Lean qui existent aussi dans le groupe et qui ont les mêmes difficultés que nous d'essayer de transformer les environnements de travail dans quelque chose de beaucoup plus apaisé, de beaucoup plus constructif et collaboratif. Et donc, en se mettant ensemble, on va écrire notre manifeste agile qui se veut, lui, tout à fait transverse. Il n'est plus collé sur le manifeste originel qui est très IT et qui est donc difficile à expliquer côté métier. Donc en fait, on va lui donner un côté très générique que n'importe quelle équipe, dans n'importe quel domaine d'activité, peut devenir agile. Alors, on l'a voulu aussi très pragmatique. Donc, il y a 4 axes donc, qui sont l'orientation client, le leadership, la performance et aussi la motivation. Alors, la motivation, c'est tout ce qui est de l'ordre du bonheur au travail. Alors là, j'ai eu un peu de difficulté parce qu'on me disait, bon, les 3 premiers, c'est super, mais le 4e, restons sérieux, on est chez Engie. Et j'ai tenu bon parce que je pense que s'il n'y a pas ce bonheur au travail, il n'y a pas d'agilité. On n'a pas ce mindset. Il faut venir travailler le matin avec un vrai état d'esprit positif et heureux de venir bosser dans son boulot. Et quand on dit heureux, ça ne se limite pas ou ça n'est pas coller des fleurs au mur. C'est pas ça le bonheur au travail. Hein. Donc, nous, on fait référence aux travaux de Daniel Pink et les motivateurs intrinsèques, etc. Donc, c'est vraiment changer profondément l'univers de travail et c'est vraiment apaiser. C'est par cet apaisement qu'on trouvera, en fait, non seulement la performance, mais aussi la créativité, et donc un souffle nouveau. On est au XXIe siècle. Avoir des approches de taylorisme du XXe siècle, c'est plus du tout adapté. Il faut changer. Et c'est le temps pour le faire. Voilà. Et donc, notre manifeste, c'était ça. Derrière ces 4 axes, il y avait 12 pratiques. Et derrière ces pratiques, il y a en fait des techniques très simples. Alors, pas trop simples non plus, hein, ça ne se limite pas à un visual management. Hein. C'est du dot voting, du KISS, du delegation poker, etc., du competence matrix. Mais tout un tas de petites techniques qui va permettre à n'importe quelle équipe lambda, en fait, de s'agiliser, d'atteindre ce mindset agile. Et c'est ça, pour nous, le plus important. Comment ça a été diffusé, ça, dans le groupe Serge? À la fois le manifeste en lui-même et ses techniques? Alors, d'abord, le manifeste, il a été signé par la CEO de l'époque. Donc, du coup, on a eu un bon coup de sponsor sur le coup. Ce n'est pas toujours facile à obtenir. Et puis, on a une communauté sur intranet d'un réseau social interne. On a fait des événements aussi, ce qu'on appelle des bootcamps, dans lesquels en fait on explique
ces techniques et on met les gens dans les situations pour qu'ils puissent vraiment être convaincus et sortir de ces bootcamps avec vraiment l'envie de mettre en œuvre dès demain ces différentes techniques. Voilà. En 2019, on organise notre 3e Agile Day, ici, dans ces locaux. Voilà. 24 sessions sur une journée, voilà. 500 inscrits, 300 heureux, parce que la place était quand même quelque peu limitée. Alors je peux vous dire que ça marche très fort. L'événementiel, ça marche très fort pour convaincre. Quand vous arrivez à mettre 300 personnes ou 500 qui veulent s'inscrire, je peux vous assurer que vous avez les VIP du management sur scène. Et là, on les déguise en agilistes et on les fait parler d'agilité. Et donc, ça emballe le mouvement. Mais il faut savoir investir et il faut savoir aussi patienter. Parce que notre premier Agile Day, eh bien, il était tout petit, tout rikiki, il était dans des couloirs et des salles de réunion. Et puis, on passait pour des rigolos de faire ce genre d'événement dans les couloirs et des post-it au mur. Donc, c'était pas très sérieux tout ça. Mais on a patienté et en 3 ans, on est arrivé à faire ce buzz. Voilà. Et ça marche très très fort. Ça a emballé énormément de choses. Ça a créé une communauté de coachs agiles internes qui se sont réveillés en interne. Donc, on a organisé avec eux des Agile Summit, donc en fait, où on est plus en communauté pour échanger les pratiques. Et puis, notre arme de guerre, c'est à la fois cet Agile Day, mais aussi ce qu'on appelle nos bootcamps agiles. C'est en 2 demi-journées. On arrive à convaincre, en fait, des personnes lambda de devenir agiles. Alors, cette arme de guerre, on a mis aussi plusieurs années à l'affiner, à l'améliorer d'une façon agile pour arriver à sortir ces résultats en 2 demi-journées. Il est très difficile de convaincre une personne en 1 heure de devenir agile. Convaincre en COMEX, parce qu'on en a plusieurs des COMEX, en 1 heure, c'est très difficile. C'est du 50%. Mais en 2 demi-jours, on arrive à convaincre 80-90 personnes, ou 90% de l'audience. Voilà. Alors, quelques remarques par rapport à ça, et notamment justement le fameux bootcamp. C'est vraiment, ces 2 demi-journées, elles sont structurantes pour pouvoir démarrer après quelque chose, et c'est vraiment de l'inspiration et de la saine émulation. Il y a un petit peu le matin, on parle de sujets, qu'est-ce que c'est que l'agilité, etc. Puis l'après-midi, en fait, ça va être un jeu. Un jeu, pourquoi ? Parce qu'on crée une expérience. On va tester le flux. Qu'est-ce que c'est que le flux ? Et je vais tester des WIP limits, et je vais voir le résultat que ça a concrètement. Et moi, je l'ai vécu, j'avais été, donc c'était à peu près cette année-là, j'étais partie à Bruxelles et j'ai fait ce fameux jeu qu'on appelle le Flow Lab. Et j'étais avec une équipe qui était de Tractebel et qui traitait de tickets. Alors eux, ils n'avaient pas de visibilité sur l'amont dans le backlog, et puis ils étaient toujours sujets à des pressions managériales importantes. Et donc, il y a un premier tour qui se fait, et puis ils sont là, bah oui, on ne peut rien faire, on ne peut pas faire grand-chose, parce que le premier tour, c'est plutôt du projet traditionnel, avec un chef de projet, avec des choses comme ça, peu de collaboration. Et puis, on est avec des choses qui sont bloquées, enfin, on n'arrive pas à délivrer, on n'est pas prédictif du tout, prédictible du tout. Donc, ils disaient, oui, c'est ça, notre vie, on ne peut pas, enfin, vraiment, on n'y arrive pas. Puis, ils n'avaient pas compris qu'il y avait un deuxième tour où là, on change tout le système, il y a un product owner qui priorise des choses, ils testent des WIP limits, on leur dit tester le plus bas possible. Et là, au fur et à mesure, je voyais, moi j'étais dans cette salle, c'est la première fois que je le faisais, et je voyais ces gens-là qui commençaient à regarder le plateau de jeu, puis voir toutes les cartes qui s'accumulaient en donne. Et ils ont même pris des photos du plateau de jeu, et là, ça leur avait coupé le sifflet, on peut dire, ça avait créé une expérience, et ils s'étaient dit, mais en fait, ça marche, on arrive à délivrer des tickets. Et ça, c'était vraiment très impressionnant, et tous ceux qui ont fait le Flow Lab, ça leur crée une expérience, et du coup, ils se sentent la volonté de tester quelque chose. Et nous, ce qu'il faut qu'on fasse derrière, c'est les pousser la dernière pichenette pour que ça se mette en œuvre. Oui, voilà. Donc, dans le premier run, en fait, on les enfonce, on les laisse enfoncer, on accentue le mouvement. Par exemple, le facilitateur joue le rôle d'un manager très assertif, mettant la pression, etc. Et donc, tous les conditionnements habituels du terrain se mettent en œuvre, et donc l'équipe s'enlise. Très naturellement, on mesure tout ça, et donc ça fait une situation un peu tendue. Et puis après, on les ressort, en fait, avec tout un tas de concepts, WIP limit, backlog, pool,
Voilà. Et la combinaison de toutes ces techniques leur font ressentir l'expérience. Donc, notre slogan, c'est « Feel the Agile Boost ». Donc, ils ressentent l'accélération de l'agilité. Voilà. Et donc, après, ça les ouvre à vouloir essayer l'application du Kanban ou de l'agilité d'une façon plus générale. Un dernier point sur ce slide. Serge, au début, tu parlais de persuasion, parce que c'était la seule arme qu'on avait, la conviction, la persuasion. Qu'est-ce qu'on met dans un Agile Day? Quel type d'intervention on met? Est-ce que c'est des règles? Est-ce que c'est de la théorie? Qu'est-ce que c'est? Voilà. Alors, pour que les Agile Day marchent bien, dans notre cas, en fait, c'était beaucoup de démonstrations internes. Voir que ça se fait aux États-Unis ou écouter des grands pitchers, ok, c'est intéressant, mais ce qui vraiment touche les gens, c'est de voir qu'une équipe de l'environnement, de l'entreprise est en capacité de faire quelque chose. Et donc, voilà, alors on avait 24 sessions, il faut les trouver, il faut trouver ces bons cases. Les cases, pour être présentés, devaient respecter une règle aussi, c'est avoir réussi leur expérience. Parce que quand on a réussi son expérience, alors on peut aussi bien parler de tous les échecs qu'on a rencontrés et comment on les a dépassés. Et ça, c'est très inspirant. Et ça représentait environ 80% des speakers et 20% étaient des pitchers externes, voilà, d'autres entreprises. Alors une chose aussi qu'on a inséminée et qui a donné des résultats en 2020, on va dire, où on a une représentation assez massive, ce sont nos Agile Hubs. Donc en fait, c'est le concept de développer des cellules de transformation agile qui portent la bonne parole de l'agilité partout dans le monde NJ, dans l'univers NJ. Voilà. Et donc, ce sont des personnes qui ne sont pas nécessairement des coachs agiles au départ. Ce sont des personnes qui sont en fait juste motivées par l'agilité. Si elles sont motivées par l'agilité, ça les intéresse, ça leur parle, etc., c'est le critère le plus important pour démarrer. Parce que d'avoir une technicité, ça n'aide pas. Ce qui est vraiment important, c'est la motivation. C'est elle qui va pouvoir jouer le rôle d'influenceur en interne. C'est cette motivation qui va faire que la personne va apprendre beaucoup plus vite parce que ça l'intéresse. Et donc, elle va grandir très, très vite. Et donc, on a une batterie de Agile Hub partout dans le monde. Et c'est notre réseau, en fait. On a déployé un réseau de coachs agiles internes. Ils ne sont pas nécessairement plein de temps non plus. Ils commencent part-time. Ils font autre chose dans leur job. Ils ont un job de base, mais on va créer des animations ensemble, on va créer ces bootcamps ensemble, et petit à petit, en fait, ils vont pouvoir reprendre le message, et nous, on se retire, en fait, voilà. Et on devient leur deuxième ligne de support. Donc, ils vont être confrontés à des premiers cas de collègues qui souhaitent essayer un visual management ou autre, et donc, ils vont les accompagner. Ils sont mis directement dans l'action. Donc, c'est en marchant qu'on apprend à marcher. Et donc, en fait, voilà, ils vont grandir très vite comme ça. Et ça marche franchement très bien. En quelques mois, quelques années, on a vraiment des Agile Hubs qui sont devenus des coachs agiles qui ont réussi à faire cette transformation à l'intérieur de l'entité. Pour n'en citer qu'une, on a une petite entité qui est la direction des clients professionnels, chez qui on a implémenté du LPM il n'y a pas longtemps, et on a l'aide d'un Agile Hub qui est devenu en fait hyper pro, hyper influent, et je pense que ça a été un levier d'action énorme pour pouvoir nous permettre de mettre en place ce LPM. Alors aussi, quand on parle de transformation, et, comme je vous l'ai dit, au départ, nous, on a commencé très low cost. Quand on fait une transformation et qu'on engage des batteries de coachs agiles, etc., il y a donc un budget assez énorme. Et qui dit budget, dit aussi retour sur investissement. Et quand l'investissement est très gros, on voudrait retrouver des gros retours sur investissement. Et dans une transformation agile, c'est toujours difficile de pouvoir mesurer et factualiser en fait ces retours sur investissement. Bien sûr, les gens qui sont sur le terrain le ressentent, peuvent en témoigner, mais quand il faut convaincre un top management des retours sur investissement, c'est une autre histoire. Voilà. Donc il est important, pour nous aussi, c'était en tout cas assez clair, de ne pas être dans cette démarche-là où ça peut coûter un pont, voire pour nous un porte-avions, vu la taille d'Engie. Et donc on a une approche très low cost qui se diffuse en fait progressivement par conviction.
Bon, par contre, il faut être un peu patient. Il faut juste être patient. Ouais. Et puis, 2020. Voilà, 2020, je ne suis plus tout seul. Une première étoile est née dans mon univers et d'autres sont parmi nous aussi aujourd'hui. Bon, donc c'est là que je commence à intervenir en vrai. Alors en fait, c'est hyper linéaire, on voit, on raconte l'histoire, on avance, mais en fait, je vais faire un flashback, si tu permets. On a parlé d'un groupe décentralisé, et quand on revient quelques années en arrière, la DSI Group de l'époque, qui avait à la fois du régalien et de l'opérationnel, s'est scindée en deux. Une partie est restée régalienne, avec très peu de choses obligatoires, des guidelines, et puis très peu de choses obligatoires. Et puis il y a une partie opérationnelle qui est devenue une filiale qu'on appelle NGIT et qui preste en interne du groupe. C'est important pour la suite. Et donc dans cette filiale, parce que moi j'en fais partie, et du coup on vend des missions en interne. Donc quand on intervient, les entités doivent effectivement, on fait des propositions et puis ils doivent nous régler. Donc ça c'est important pour la suite parce que quand j'étais en 2019, j'étais déjà depuis quelques années en mission donc interne dans une entité, la direction grand public pour le marché des particuliers. Et puis ils ont décidé de se transformer en agile et en agile à l'échelle. Moi, à cette époque-là, je faisais du cycle en V, voilà, je connaissais que ça. Je m'occupais d'activités transverses qui, fatalement, disparaissaient avec cette agilité à l'échelle. Donc, ils m'ont proposé, parce qu'ils m'aimaient bien, c'était gentil, de rester là et de faire partie du LACE de cette transfo agile à l'échelle. Donc, au début, dans un LACE, on se forme. Merci, Marc. Et donc, après, moi, ça m'a passionnée. Et donc, j'ai continué. Et puis après, je suis devenue SPC. Et à un moment donné, j'ai dit au patron de l'entité, donc c'était le SI, je lui ai dit, mais il faudrait faire monter d'autres gens en interne pour qu'on puisse voler de nos propres ailes et pas être forcément dépendant du cabinet, par ailleurs très bien, qui nous accompagnait. Donc il m'a dit, mais non, c'est pas forcément là qu'il faut loger ce truc-là, il faudrait que ce soit quelque chose de groupe. Et moi, je venais de faire Implementing Safe, je vois le schéma LACE Hub and Spoke, je dis, on a des Agile Hubs, et du coup, notre positionnement NGIT, qui peut prester dans les différentes entités du groupe, peut être hyper intéressant pour créer ce LACE Hub and Spoke qui va aller aider, du coup, les différents Agile Hubs, et puis être le bras armé de Serge, qui était tout seul. Donc, c'est-à-dire que lui, il parlait à beaucoup d'entités, il a éveillé beaucoup de conscience, il était souvent appelé, mais au bout d'un moment, il ne peut pas tout seul aller faire ces transformations. Donc, c'est le positionnement qu'on a choisi. Positionnement qui n'était pas très simple au début parce que NGIT n'était pas forcément bien connu sur le monde de l'agilité. Donc, il a fallu ramer un petit peu. On était patient, on a pris du temps. Et puis, du coup, j'ai appelé Serge. Et je lui ai dit, moi, ça m'intéresse ce que tu fais. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et il m'a dit, c'est le moment où il va falloir... on peut peut-être passer... Voilà. Ah non. Mince. Bon, c'est pas grave. Reviens en arrière. On peut peut-être... time to scale. Voilà. On peut passer à l'échelle parce qu'il en était à ce point-là du narratif. Il y avait des gens qui commençaient à être au niveau 3 dans l'échelle de maturité. Donc, il s'est dit, il faut qu'on fasse un boost là-dessus. Comme j'étais devenue SPC, il m'a dit, on n'a qu'à faire des formations. Donc, il a proposé des formations. Et du coup, grâce à lui, on a eu l'opportunité de faire... là, on en est à 42 sessions. On touche au moins 35 pays. Donc, alors, Covid, pour nous... en tout cas pour la formation, ça a été une opportunité parce que ça a rapproché tout le monde. Sur Teams, on peut être partout, peu importe. Donc ça, c'était super. On avait des gens de tous les pays, énormément de foisonnement. Donc ça a aussi renforcé le sentiment de communauté. Et puis, ça a éveillé les consciences à droite à gauche. En plus, c'est des formations certifiantes. Donc les gens sont contents, ils ont un badge et c'est bankable. Sur LinkedIn, tous ceux qui en ont passé, je suis sûre que vous avez tous vos badges bien alignés. Moi, j'ai tout. Du coup... Voilà, on a créé ce centre et qui se voulait le bras armé. Donc, voilà, des trains lancés, des formations, coaching d'équipe, du LPM dans 2 entités, et puis on vient de démarrer une communauté de pratique des RTE dans le groupe. On a co-construit donc avec Serge, donc on voit, Serge, nous, et puis pareil des Agile Hubs qui étaient très impliqués. On a co-construit un e-learning qu'on met à disposition de tout le monde et sur lequel on fait de la pub. Ça fait de la pub pour l'agilité, ça fait des ressources à aller voir pour les gens, et puis toujours pareil, ils gagnent un badge à la fin et ils sont contents. Et on peut rajouter que cet e-learning, en fait, est finalement un fruit du Covid, de la période Covid, où on a tout digitalisé, et grâce à ça, en fait, on a plein de matériel pour en fait créer un e-learning, parce que sinon, ça coûte extrêmement cher à produire.
Par ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, je reviens sur le slide que Serge a montré sur le manifeste Agile NJ, qui était là pour créer le pont entre l'IT et le métier. Et du coup, on a effectivement co-construit avec la Transformation Group un parcours de formation de coach agile, pas uniquement IT, hein, c'est vraiment les coachs agiles au sein du groupe. Tout à l'heure, on a vu le Flow Lab, le fameux jeu qui ancre une expérience. Et du coup, on s'est dit, ça serait sympa, après les Leading Sage, parce qu'il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de choses, de peut-être créer 1 ou 2 ateliers complémentaires, beaucoup plus pratiques, où on joue finalement, hein, et puis qui permettent aux gens de sortir avec une expérience. Donc, avec Cynthia qui est là, la créatrice de l'équipe, la créative de l'équipe, elle a créé un univers autour de la préhistoire où on rencontre Pierre qui a des petits problèmes pour faire manger ses enfants parce qu'il ne sait pas allumer le feu. Et 2 entreprises différentes lui proposent des solutions, soit un silex, soit des petits bâtons magiques qui s'allument et qu'on peut jeter après. Et donc, fort de ce petit use case qui est plutôt rigolo et les gens rentrent vite dedans, on va décliner les chaînes de valeur, on leur fait mettre les étapes, on leur fait faire un peu de value stream mapping, et puis après, ils sont très, très créatifs sur les solutions à proposer. Alors, un case dont on n'est pas peu fier, c'est on a une centrale hydroélectrique au Brésil qui fonctionne en mode Scrum. Alors, bon, ça peut paraître assez simpliste pour une équipe IT, mais là, on est dans du métier pur et dur, des électriciens et des mécaniciens. Et s'ils font Scrum, ce n'est pas pour une vision dogmatique ou une envie d'être agile. Non, c'est en fait pour régler des problèmes opérationnels. Des problèmes opérationnels où les gens ne s'entendent pas toujours, etc. Et ils sont soumis à une pression énorme quand il faut faire la maintenance de la centrale, parce que là, l'argent s'arrête, on ne produit plus. Et il faut très vite en fait, faire cette maintenance. Et quand on a fait dans une approche cycle en V, qu'est-ce qui se passe ? Des incompréhensions, etc., des énervements, des choses qu'on n'avait pas prévues, etc., etc. Résultat, on dépasse les temps prévus. Et donc l'agilité, elle a servi en fait à rester dans les temps d'une maintenance, grâce au fait que ces équipes, animées par un ingénieur féru d'agilité, ont en fait mis au point une cadence en fait, d'expression des choses à faire, tous ensemble, dans la centrale. Et donc vous voyez là leur Kanban board. Et vous voyez aussi sur la partie droite que pour estimer cette charge à faire, ils jouent au poker planning. Vous imaginez ? C'est déjà difficile quand on en parle du côté IT et on entend parfois des développeurs qui disent « Oh, c'est pas toujours si facile, c'est compliqué ». Là, ce sont des électriciens et des mécaniciens qui jouent au poker planning. Donc quand on le prend d'une façon simple, essentielle, on y arrive. Aujourd'hui, l'histoire a continué. Il y a 3 centrales hydroélectriques qui fonctionnent en mode agile. Et la vision du management, c'est de continuer en 2025, d'avoir tous les plans, tous les sites opérationnels au Brésil qui fonctionnent comme ça. Et ils font des émules en France aussi. Hein. Ouais. Et puis pour terminer, les fameux scores sur nos maturités. Ben voilà, à fin 2021, à quoi on est arrivé. Les niveaux 1, donc ceux qui n'avaient pas encore engagé l'agilité en termes de DSI, ben il en reste une. Il y en a encore beaucoup qui font en niveau 1 de la livraison en Scrum, et ils sont dans une culture de gestion de projet. Et puis on voit le niveau 2, l'orientation produit, les squads, etc., qui monte, hein, donc avec le DevOps, etc. C'est un peu plus dur, évidemment, la rampe est un peu plus sèche. Et puis on voit le niveau 3, qui est encore un peu plus dur, le vert foncé, c'est l'agilité à l'échelle. Et on voit que ça vient, de plus en plus de DSI s'y mettent. Et puis notre utopie, c'est réalisé aussi en niveau 4, où une entité métier de 300 personnes s'est complètement réorganisée. C'est un B2C qui s'est complètement réorganisé en Spotify et Scrum pour fonctionner en mode agile. Voilà. Et puis notre futur ou notre quotidien de l'année, c'est toujours l'orientation produit, c'est poursuivre cette agilité à l'échelle, c'est aussi s'attaquer au dernier donjon de la forteresse, SAP. Voilà. C'est pas un point technique bloquant, mais les mentalités là sont vraiment très 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 rigides. Mais comme vous l'avez vu, on est des pitbulls, on est patient et on mord longtemps. Et puis on s'essaye aussi à des petites nouveautés comme l'intelligence artificielle et l'agilité en termes d'expérience, voir ce qu'on peut en tirer, les analyses de backlog, voir ce qu'on peut faire comme aide à la décision.
Serge, tu sais quoi, l'année prochaine, on revient pour parler de SAP, une fois qu'on aura plié le sujet. Espérons-le. Et si l'un d'entre vous a une belle réalisation en SAP Agile, je suis preneur d'un échange. Voilà, on est à votre écoute. Super, merci. Bravo.